Voilà, chers amis, bonjour à tous. Je suis Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en poste en Seine-et-Marne et je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Et je vais donc avoir le plaisir d'animer ce webinaire qui est notre troisième de l'année civile. Merci de votre présence nombreuse. Et ce soir, notre webinaire sera consacré au dossier numéro 567 qui est récemment sorti, qui s'appelle « Enseigner l'attention ». Donc, quelques recommandations avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Merci de conserver vos caméras et vos micros éteints. Vous avez pu poser les questions si vous en avez eu envie par le biais du formulaire d'inscription. Étant donné votre nombre et le temps restreint, les questions, vous pouvez en poser d'autres par l'intermédiaire du chat que Ben, qui va animer avec moi, va scrupuleusement lire, et vous pourrez donc éventuellement aborder des points que nous n'avions pas prévus. Évidemment, il y a eu près de 450, 475 inscriptions. Tout le monde ne vient pas, c'est la loi du genre, manifestement. Mais il faut bien vous avouer que dans un militantisme qui est souvent aride et voire difficile dans les temps actuels, ça fait beaucoup de bien, ça aide beaucoup et ça montre l'intérêt que vous portez à cette forme et ça nous encourage à continuer ainsi. Nous vous en remercions. Je vous rappelle que vous pouvez acheter ce numéro 567 sur le site des cahiers. Ben régulièrement mettra les liens dans le chat, que vous pouvez enregistrer d'ailleurs. Je ne connais pas la manipulation. J'ajoute enfin que c'est un webinaire qui va être enregistré, que vous pourrez le regarder sur notre chaîne YouTube, Cahiers pédagogiques. Vous pouvez le diffuser auprès de vos collègues qui n'ont pas pu le voir et qui voudraient le voir. La période est donc compliquée et le lien que nous essayons de faire entre les auteurs, les autrices de nos dossiers, nous aide clairement à aller de l'avant et à envisager un avenir malgré tout. Alors c'est donc avec un très très grand plaisir que nous accueillons trois autrices du numéro 567, qui est Anne-Catherine Mourgue, qui est professeure de lettres au collège Darius Milhaud de Sartrouville dans les Yvelines, Bénédicte Dubois, qui est responsable de formation à l'IFP des Hauts-de-France, et Michael Brunner, qui est professeur des écoles en maternelle dans le Rhône. Merci à toutes les trois d'être ici. C'est aussi ça, je crois, les cahiers pédagogiques, le lien. Merci aussi aux deux coordinateurs de ce lourd travail qui est la constitution d'un dossier, Peggy Kolkanap et Jean-Michel Zakartchouk. Et on va commencer par vous, Jean-Michel, qui avait coordonné ce dossier. Donc, qu'est-ce que c'est que l'attention? Est-ce qu'on peut l'enseigner vraiment? Et comment peut-on la définir chez un élève dont finalement l'immobilité n'est pas, loin de là, la preuve de son attention, Jean-Michel? Alors, il y a quelques années, j'avais travaillé, il y a assez longtemps, dans un groupe de travail sur l'attention avec des formateurs. Et en fait, on avait très peu de recherches, très peu de points d'appui. Et depuis, depuis peut-être 15-20 ans, il y a beaucoup de publications qui essayent de définir un peu mieux ce que c'est que l'attention, le processus attentionnel, on pourrait dire. Je pense qu'on y reviendra tout le long du webinaire. Dans un article, par exemple, il y a une distinction qui est faite entre la concentration qui inscrit l'attention dans la durée et l'attention proprement dit. C'est difficile de dire ça en quelques mots. Je vous renvoie à cet article qui est très intéressant. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait parler plus de porter son attention sur que être attentif. Être attentif étant un état, alors que porter son attention sur, moi j'ai toujours développer ça dans les formations, développer son attention sur ces dynamiques. Et en tout cas, il y a une chose qui sans doute serait à éviter complètement, c'est de dire aux élèves, soyez attentifs, point, parce que ça sert vraiment à rien. Par contre, comment faire pour orienter l'attention, je crois que c'est ça qui est le principal. Et on voit bien aussi que l'attention se distingue de la perception. L'attention, ce n'est pas seulement percevoir des informations par les différents sens, par la vue, l'ouïe ou d'autres. Et je renvoie, je ne sais pas si tout le monde connaît, je vais dire la partie de basket qui est rappelée par Cyril Lascassis dans un article. Je dis ça exprès parce qu'il y a un personnage qui intervient dans
vidéos que vous pouvez regarder et qui montrent que la perception, il y a des choses qu'on ne perçoit pas parce qu'on a son attention qui est portée ailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Deuxièmement, pour ce qui est d'enseigner l'attention, on a choisi ce titre, mais pour nous, en pédagogique, quand on parle d'enseigner, ce n'est jamais simplement des cours magistraux, des cours d'attention. C'est bien plutôt faire que les élèves s'approprient les processus d'attention. C'est une éducation à l'attention, c'est un entraînement. Enseigner, c'est toujours aider à apprendre. C'est ça. Dans cette perspective-là, oui, je crois qu'on peut enseigner l'attention si on comprend bien le mot enseigner. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a quand même l'importance, et je pense aussi qu'on y reviendra, l'importance de la connaissance des processus cognitifs par les élèves, qui peut commencer très tôt, modestement et avec beaucoup d'images, d'analogies dès les petites classes, pour faire comprendre finalement comment on fonctionne. Et ça intéresse beaucoup les élèves de savoir comment ça fonctionne chez eux, aussi bien l'attention que la mémoire, que la concentration, etc. Alors, je termine là-dessus. Dans le numéro, il y a, ceci dit, des points de vue parfois un peu divers, voire opposés. Et on a voulu aussi qu'il y ait ce pluralisme. Il y a des personnes qui axent beaucoup le travail sur les disciplines et sur le travail qui se ferait en classe presque naturellement. Ce n'est pas forcément la conception à laquelle j'adhère, parce que ces personnes, des fois, caricaturent un peu l'entraînement à l'attention en faisant quelque chose de hors sol. Or, et là, je pense qu'il y a un article très, très important dans ce numéro, c'est celui de Jean-Philippe Lachaud, qui est interviewé longuement et qui explique bien que ce n'est pas du tout hors sol, c'est lié toujours aux disciplines, à ce que l'on fait, aux apprentissages. Et donc, c'est un faux procès qui serait fait de dire qu'on peut enseigner l'attention comme ça, hors sol, par des cours spécifiques. C'est à la fois des moments spécifiques et à la fois un travail au quotidien dans les disciplines. Oui, je rappelle qu'un dossier des cahiers, c'est une trentaine d'articles à peu près, en 30, 28, 30, 32 en fonction des dimensions des articles. C'est aussi une bibliographie que vous pouvez retrouver sur le site et quelques articles sur les sites également. Donc Peggy Kolkanap, vous êtes co-coordinatrice avec Jean-Michel. Et qu'est-ce que c'est comment est organisé ce dossier? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc, il y a effectivement 31 articles, dont 3 sur le site. On a une bibliographie très, très riche et surtout une cytographie. Parce que Bénédicte Dubois nous a beaucoup aidé pour la constituer et elle est vraiment très, très riche et très variée. Ce cahier est composé en 3 parties. Une première partie qui est une présentation du concept et tous les apports de la recherche avec différents points de vue et des différentes manières de voir les choses. Une deuxième qui présente des outils, parce qu'il existe beaucoup d'outils qui peuvent aider et les élèves et les enseignants à apprendre à porter son attention en classe, dont Atoll, qui est proposé et décliné par plusieurs des auteurs pour montrer quelles sont les différentes manières dont on peut l'utiliser, et Adol pour sa partie collège. Et enfin, des présentations de séquences très, très étayées qui vont de la maternelle à l'université avec différentes disciplines et différentes activités. On n'avait effectivement pas fait au cahier pédagogique depuis 1955 de cahier sur ce thème-là. C'est donc pas un simple état des lieux qui présenterait l'état de la recherche, mais c'est vraiment une présentation concrète de ce qui se fait au sein des classes, grâce à des témoignages très divers et de différentes équipes. La majorité des articles ont été écrits en juillet 2020, entre juillet 2020 et l'été 2020, on va dire. Et donc il y a aussi des pistes de réflexion quant au bouleversement de l'enseignement dans le contexte de la pandémie, et en particulier des écrans. Il y a par exemple un article de Serge Kisseron à ce propos qui est très intéressant. Il y a une interview de Jean-Pierre Lachaud qui est extrêmement intéressante puisqu'il... Jean-Philippe Lachaud, excusez-moi, qui nous revient en fait sur la définition, il revient sous forme d'interview sur ce qu'il a proposé il y a quelques années comme méthode et voir comment il a pu la faire évoluer au regard de ce qui se passe dans l'enseignement actuellement.
Bon, après, il y a plein d'autres articles, mais on va pouvoir en parler plus avant. Oui, on a, puisque vous avez cité le dispositif Atoll, on a des personnes qui ont travaillé dessus, donc Bénédicte Dubois, qui en est une grande spécialiste. Donc, bienvenue Bénédicte. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce dispositif Atoll ou Adol? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Parce que ça nous renvoie quand même aux îles lointaines et je ne suis pas certain que ce soit ça. Oui, bonsoir à tous. Ravi de vous voir si nombreux sur cette thématique aussi importante. Donc, Atoll veut dire apprendre l'attention à l'école. Donc, Atoll est destiné, c'est un programme d'éducation à l'attention qui est destiné donc aux enfants de la maternelle jusqu'à la 6e. Et ensuite, on a un deuxième programme qui prend le relais, donc pour les élèves du second degré à partir de la 5e. Donc, c'est un programme Atoll est constitué donc de 10 séquences, un programme qui est déduit des neurosciences cognitives, de la recherche en neurosciences, et donc qui a été créé par Jean-Philippe Lachaud, qui est donc de formation neurobiologiste et donc spécialiste de l'attention. Et il est aussi directeur de recherche au CRNL de Lyon, Centre de recherche en neurosciences, en collaboration. Et donc, il a construit ce programme en collaboration avec mes collègues de l'ISPEC Saint-Julien à Lyon, à Caluire, et puis après, plein de personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, donc des enseignants spécialisés, des formateurs, des conseillers pédagogiques, des IEN. Et donc, ils ont construit ce programme. Alors, le but de ce programme, c'est donc d'expliquer aux élèves comment fonctionne leur attention, de comprendre aussi pourquoi ils peuvent rencontrer des difficultés avec leur attention et des difficultés à se concentrer, et puis surtout apprendre à mieux la contrôler. Alors, c'est un programme ambitieux qui est assez complexe, et donc l'idée, c'est aussi de se dire qu'il faut former les enseignants et même les formateurs d'enseignants aussi. Et donc, dans cette formation d'enseignants, je traite dans mon article des différents axes que je travaille. Donc, un premier axe qui s'intitule « Connaître et comprendre », donc, où on apprend aux enseignants donc, à connaître et comprendre comment fonctionne ce fameux programme Atoll ou Adol, connaître justement toute cette progression dans les différentes séquences, et ensuite connaître aussi comment fonctionnent les mécanismes du système attentionnel et les ressorts sur nos comportements. Alors, l'idée n'est pas de faire des enseignants des spécialistes en neurosciences sur les mécanismes de l'attention, mais c'est de comprendre comment fonctionne l'attention pour ensuite comprendre comment fonctionnent les mécanismes de l'apprentissage, parce que ça fait partie d'une compétence de leur référentiel. Ensuite, l'axe 2 s'intitule « Analyser et évaluer ». On va engager une réflexion chez les enseignants et on va les inviter, on va leur apprendre à décrypter en fait les difficultés attentionnelles que peuvent avoir leurs élèves, donc les aider à observer leurs élèves. On va beaucoup travailler à partir d'études de cas, par exemple, et puis aussi les aider à réfléchir à comment accompagner les élèves. Ensuite, on va aussi dans cet axe-là décrypter leur posture et leur pratique enseignante qui parfois, sans le faire exprès bien évidemment, peuvent amener à mettre des élèves dans des situations un petit peu difficiles ou dans des situations ou des pratiques qui peuvent nuire à leur attention. Par exemple, allumer un vidéoprojecteur tout en donnant une consigne, c'est pas forcément une bonne idée, et donc on décrypte le mécanisme neurobiologique de cette situation, qui peut m'arriver à moi aussi en tant que formatrice d'ailleurs. Ensuite, dans l'axe 3, qui s'appelle « Tester et expérimenter », on va inviter les enseignants à découvrir des activités d'Atoll ou d'Adol, bien sûr adaptées à des adultes. Et enfin, dans l'axe 4, qui s'appelle « Produire et créer », on va inviter les enseignants à inventer, créer des supports, des outils, des jeux, pourquoi pas, parce que Atoll n'est pas du tout un programme exhaustif et il peut tout à fait s'enrichir des bonnes idées des enseignants, et souvent ils en ont, parce que Jean-Philippe dit souvent que les enseignants sont des experts de l'attention. Et donc c'est intéressant en termes d'ingénierie de la formation de travailler sur la création d'outils et de supports supplémentaires, parce que ça permet aussi aux enseignants de s'auto-évaluer et d'auto-évaluer s'ils ont compris tout ce qu'ils ont appris pendant la formation.
Donc voilà, vous avez donc compris que la formation que l'on fait autour d'Atoll et d'Adol est donc à destination des adultes. Bien comprendre que moi adulte, je comprends les mécanismes de l'attention pour aussi réfléchir à mon attention dans ma vie professionnelle, dans ma vie quotidienne. Mais la formation est aussi bien sûr centrée sur les élèves. Comment accompagner les élèves à être plus attentifs? On est donc dans une logique bien évidemment métacognitive dans cette formation. Alors, il y a déjà une question que je vois passer, pardon Ben, je les vois aussi passer. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de cette formation? Alors, ces formations, on peut en bénéficier par le magistère national. Au départ, il y avait un magistère qui était académique sur la région de Lyon. Maintenant, il est national depuis 2 ans. Il y a aussi pas mal de conseillers pédagogiques qui, dans les circonscriptions, organisent des formations ou des animations autour d'Atoll. Ensuite, il y a aussi possibilité dans l'enseignement privé de se rapprocher des ISFEC et de Formeris pour pouvoir bénéficier de ces formations en établissement ou bien dans les centres de formation. Une question d'Isabelle par rapport à la pratique de cette formation. Est-ce qu'il y a de la différenciation? Alors, de la différenciation. Comment elle peut être, est-ce qu'elle peut être enseignée de façon différenciée? Je suppose, par rapport aux élèves, je suppose. Oui, par rapport aux élèves, on peut réfléchir là-dessus, hein, bien sûr, pour identifier les besoins particuliers des élèves. Donc, effectivement, hein, tout à fait. Et puis après, elle peut être aussi différenciée en fonction des classes dans lesquelles on est. C'est sûr qu'on ne va pas forcément travailler de la même façon avec des enseignants qui sont premier et second degré, avec des enseignants qui sont en maternelle ou en cycle 3. Oui, bien sûr, il y a de la différenciation. On ne va pas prôner la différenciation si nous-mêmes, dans la formation, on ne la met pas en œuvre, bien sûr. On y reviendra de toute façon parce qu'il y a beaucoup de questions sur le cas des élèves qui ont des troubles de l'attention. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra. Merci Bénédicte. Anne-Catherine Mourgue, vous travaillez dans le cadre du GPDS, c'est l'acrostiche du groupe de prévention de décrochage scolaire dans les établissements du second degré, et vous avez mis en place des ateliers pour faire comprendre aux élèves comment le cerveau fonctionne et travailler l'attention avec eux. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette action et cet atelier? Exactement, et ça rebondit bien sur ce qu'on vient de dire. Justement, en réunion de décrochage, on a repéré rapidement qu'un des grands soucis des élèves qu'on avait en décrochage était ces soucis d'attention. On avait deux grands soucis qui apparaissaient, l'attention et la mémorisation. Donc on s'est dit qu'on avait des outils pour travailler l'attention, on s'y était formé, et que c'était peut-être intéressant de travailler avec ces élèves-là en priorité sur cette problématique. Donc jusqu'à l'année dernière, je travaillais avec des élèves de 6e et 5e. Cette année, je fais également des groupes pour les 4e et 3e. Alors comment ça se passe? D'abord, c'est le professeur principal qui nous alerte, c'est-à-dire qu'on a un élève en difficulté, en décrochage. Alors en décrochage, pas forcément flagrant, hein. Parfois c'est juste des petits prémices, hein. On essaye de prendre les élèves très tôt, quand on sent qu'on commence à les perdre un peu. Donc moi, en tant que professeur référent de décrochage, je vais les voir individuellement, on en parle, et ensuite, si on voit que ces élèves ont vraiment un souci d'attention, on leur propose un Learning Lab, des ateliers de type Learning Lab, pour qu'ils arrivent à se former un peu à tout ça. Alors l'objectif, c'est vraiment qu'ils arrivent à se rendre compte de ce qu'ils touchent, de ce qu'ils entendent, de tout ce qui les distrait de manière générale au collège et chez eux pendant qu'ils font les devoirs, et ensuite de leur apprendre des stratégies pour essayer d'inhiber un peu les stimuli extérieurs, afin ensuite de favoriser le travail de mémorisation. Donc c'est tout un protocole, c'est une mise en place d'ateliers avec l'accord des enfants et des familles. Donc je fais des ateliers. Alors cette année, c'est vraiment des ateliers de niveau ou de classe, puisqu'on essaye de ne pas mixer trop les élèves et de les laisser entre eux. Donc un groupe de 6e, 2, un groupe de 4e. Donc des groupes de 4 à 6 élèves qui vont suivre pendant 6 semaines des ateliers avec moi en général, ou alors un professeur formé aux sciences cognitives ou formé au tutorat aussi pour pouvoir prendre ces élèves en charge. Comme la plupart du temps en ce moment, les élèves proviennent d'une même classe, on essaye d'associer au moins à
à 1 heure le professeur principal de la classe pour qu'il puisse voir ce qu'on fait dans ces ateliers et pour qu'il puisse servir de relais. Au niveau du nombre d'heures hebdomadaires, je vois qu'il y a une question. Je les prends une demi-heure ou 1 heure toutes les semaines sur 6 semaines. Voilà, c'est sous la même forme qu'un tutorat en fait, hein, c'est un peu le même principe. Pourquoi une demi-heure? Parce que parfois on n'a pas beaucoup plus de temps, je les prends entre midi et j'essaye de trouver du temps. Et finalement, déjà en une demi-heure, on arrive à faire beaucoup de choses. Alors, ça commence par un temps d'échange. On essaye de voir quelles sont les représentations des élèves sur leur cerveau et sur l'attention. Hein. Qu'est-ce que tout ça signifie pour eux? Quelles sont les habitudes en classe et à la maison? Et ensuite, après, on essaye à partir de toutes ces représentations initiales de déconstruire un peu, de réexpliquer, de leur montrer comment fonctionne le cerveau, de faire plein d'exercices sur l'attention. Hein. On a parlé tout à l'heure d'Atoll et d'Adol, ça fait vraiment partie des programmes dont on se sert. Tu as parlé tout à l'heure du gorille invisible, par exemple. Ça peut être aussi la célèbre vidéo du marshmallow qui fonctionne très bien pour leur montrer un peu l'inhibition. Donc, on avance tout ça et on fait beaucoup d'exercices. Hein. C'est vraiment beaucoup d'exercices pour voir comment leur attention part vite et comment il faut qu'ils arrivent à la recentrer. Donc, on présente plein de stratégies différentes. Ils peuvent les tester. On en reparle la semaine d'après. Comment décomposer en micro-tâches, avoir des activités ludiques pour apprendre, comment résister aux distracteurs, utiliser les pratiques musicales, etc. Et une fois qu'ils ont testé, on fait un feedback, on voit ce qu'ils ont utilisé, ce qui fonctionne le mieux pour eux et comment ils arrivent le plus à maintenir leur attention sur le moment présent. Ce qui est intéressant, c'est aussi leur retour, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur a semblé difficile, qu'est-ce qui les a aidés, parce qu'en fait, à l'issue de ces ateliers, on voit bien, hein, je les fais écrire en général pour ce qu'ils en ont pensé, donc ils sont ravis, ils ont appris plein de choses, ils savent un peu comment il faudrait faire, mais de là à le faire et à réussir, à ne pas écouter ses camarades, à ne pas être distrait par les oiseaux qui volent, ou à ne pas avoir son téléphone allumé sur sa table de bureau quand on fait ses devoirs, il y a évidemment un grand pas. Il faut vraiment les accompagner sur le long terme pour réussir à faire en sorte qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont appris. Oui, on a donc vraiment une partie pratique où ils vont apprendre des choses et une partie, pour rebondir sur une question que j'ai vu passer, une partie métacognition où les élèves vont réfléchir à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont fait, une réflexion sur eux-mêmes, quoi. Exactement. Bénédicte Dubois parlait de métacognition par rapport aux enseignants et par rapport à leurs pratiques. Moi, je pense que c'est très important que les élèves aussi, on leur explique comment ça fonctionne et ensuite, ils puissent voir pourquoi ça ne fonctionne pas chez eux, pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça. Et c'est quelque chose qui les intéresse énormément parce qu'en même temps, ils ont l'impression d'être eux-mêmes chercheurs et d'essayer de comprendre. Enfin, comme quand ils font partie de groupes de recherche ou de tests, ils ont vraiment l'impression d'être partie prenante de la façon dont ils fonctionnent et ils ont l'impression de mieux se connaître. Alors, merci. Quant aux stimuli extérieurs dont vous parliez, on pourrait demander aux personnes qui écoutent ce webinaire, nombreuses, si elles sont restées attentives depuis le début et de noter dans un coin de leur tête quels sont les stimuli extérieurs, que ce soit sur l'écran ou à leur domicile, ou enfin dans le lieu où elles sont, qui ont distrait leurs attentions. C'est une petite expérience individuelle qui serait intéressante de faire. Michael Brunner, vous avez mis en œuvre le dispositif Atoll dans un niveau qui est un niveau que l'on aime beaucoup traiter au cahier pédagogique et qui est le niveau des élèves de maternelle. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'attention avec des élèves de maternelle? Bonjour, oui, donc moi j'ai commencé avec des élèves de CM, en fait, qu'une collègue m'avait proposé en soutien parce qu'ils rencontraient des problèmes d'attention. Mais je ne connaissais pas encore Atoll, j'avais uniquement lu le livre de Jean-Philippe Lachaud, Les petites bulles de l'attention. Se concentrer dans un monde de distraction. Et ce livre m'avait déjà donné plein de pistes pour travailler avec les élèves dans ce sens. Il y a une bande dessinée qui est dans la première partie du livre qui a beaucoup plu aux élèves. Mais j'avoue qu'en fait, il fallait construire beaucoup de choses, je tâtonnais. Donc, en même temps, j'avais très envie de m'en servir avec ma classe de petits moyens.
parce que je rencontrais des élèves inattentifs qui étaient vite distraits, qui avaient du mal à se poser. Et j'observais aussi des élèves, c'était souvent les mêmes d'ailleurs, qui étaient capables à d'autres moments, dans certaines situations, d'être complètement concentrés. Voilà, donc c'était des choses qui m'interpellaient. Et je percevais bien qu'il y avait un travail à mener par rapport à la concentration et qu'il y avait des leviers à travers le livre de Jean-Philippe Lachaud. Mais je ne savais pas forcément dans quelle direction partir. J'étais un peu freinée par tout le travail de préparation qu'il pouvait y avoir avant de me lancer. Et puis, il y a eu le programme Atoll qui est arrivé. Et là, pour moi, c'était une révélation parce que du coup, tout était clé en main avec des outils concrets, parlants, absolument pas déconnectés des réalités de la classe. En même temps, ces outils restaient complètement adaptables et très soucieux de la liberté pédagogique des enseignants. Donc, je ne pouvais plus reculer. Donc, depuis 3 ans, Atoll fait partie de mes projets de classe avec mes élèves de moyenne section. Également avec des élèves de grande section que j'ai pu avoir en décloisonnement. Alors, j'ai des petits aussi, puisque j'ai un double niveau, qui sont encore un peu jeunes, mais qui profitent tout de même, qui en profitent pour picorer quelques miettes. Et du coup, ça me permet, quand je les ai l'année d'après, en moyenne section, de démarrer plus facilement. Ils sont déjà un peu familiarisés. Donc, je propose des séances régulières complètement dédiées à Atoll pour que les élèves s'approprient les notions, expérimentent, se fabriquent des outils qu'ils vont utiliser ensuite dans les différentes activités. J'installe aussi des rituels comme des temps de pratique de l'attention avec un sablier, par exemple, pour des moments de retour au calme en lien avec la respiration, les sensations corporelles. On appelle ça des cadeaux silence. Et puis enfin, j'essaye d'équiper ma classe avec des jeux qui induisent l'attention. Donc des puzzles un peu plus complexes, des circuits à billes à déplacer sans faire tomber, des activités dans lesquelles il y a des programmes à construire. Enfin, voilà. Donc j'ai changé un petit peu de façon aussi d'équiper ma classe. Donc ce sont soit des jeux que les élèves peuvent prendre librement ou alors des activités qui sont prévues à des moments précis de la journée. Donc j'avoue que ça a vraiment changé beaucoup de choses dans la façon de vivre mon métier en classe et aussi lors de mes préparations de classe. Mon regard sur les élèves a aussi évolué et les élèves commencent à avoir une attitude différente vis-à-vis de leurs distractions, de leurs besoins, de se concentrer. En fait, peu à peu, on parle le même langage avec les élèves, avec l'ACSEM aussi, qui s'est impliqué dans le projet. Et on partage des références, on est attentif ensemble à nos distractions, ou à notre capacité de se concentrer. Car les élèves, en fait, eux, savent bien aussi nous faire remarquer quand nous, adultes, ça nous arrive de tomber de notre poutre. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire un petit peu par rapport à ma pratique en maternelle. Oui, mais je trouve qu'il faut vraiment faire attention de ne pas croire que ce sont des outils qu'on va utiliser et qui vont être comme une boîte à outils, un vade-mecum qui permet automatiquement d'avoir des élèves attentifs. Ce n'est pas un mode d'emploi, ce ne sont pas des trucs, ça fait partie de la vie de la classe et par exemple, effectivement, si on a une voisine attentive, qui n'est pas attentive, pardon, c'est difficile d'être soi-même attentif et la classe est un milieu vivant. Les élèves peuvent être aussi interpellés, les stimuli peuvent être évidemment externes sur le moment, l'élève qui est à côté qui bavarde, mais aussi intérieurs. Qu'est-ce qu'on ramène dans la classe du cours d'avant et sur lequel on n'arrive pas à passer? Qu'est-ce que le cours lui-même interpelle chez nous? Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui travaillent sur l'attention. Et Bénédicte, en fait, il y a une question simple en apparence, mais certainement pas assez complexe dans sa réponse. Sur quoi repose l'attention d'une élève? Alors, pas seulement d'un élève, mais de tout le monde en général. Donc, schématiquement, on peut parler donc de 3 systèmes d'orientation de l'attention. Donc, on a déjà un premier système qui repose sur une forme de contrôle volontaire de l'attention. J'imagine que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir sont dans ce contrôle de l'attention, c'est-à-dire que ça se réfère à ce qu'on appelle le système exécutif, qui se trouve dans le cortex préfrontal. Et donc, ce système exécutif, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient activement en mémoire un objectif précis. Donc, j'imagine que votre objectif précis, c'est d'essayer de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, votre cible attentionnelle, j'imagine que c'est ça.
Ça, on le travaille déjà à la séquence 5 dans Atoll avec des enfants, des jeunes enfants, et dans la séquence 1 du programme ADOL. Donc, on leur explique, alors on ne leur dit pas les choses comme ça, on leur explique qu'ils ont des neurones chefs là, dans leur cerveau qui vont donc jouer ce rôle de maintenir en mémoire de travail tous ces éléments dès l'instant où ils ont une intention claire et concrète. Ça, c'était le premier système. Ensuite, on a un deuxième système qui repose par contre, lui, sur des automatismes, et on l'appelle ce système pré-attentif. Pourquoi? Parce qu'il va analyser et réagir à tout ce qui arrive à nos sens avant même qu'on y fasse attention. Donc, comme tu le disais, Jean-Charles, effectivement, il y a des stimuli en permanence dans la classe, et justement, le cerveau est très sensible à tout ce qui bouge, à tout ce qui brille, au bruit, à tout ce qui va être saillant, donc ce qu'on appelle les cartes de science. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond à un système de survie sans lequel notre espèce n'aurait pas survécu. Donc, c'est très bien d'avoir ce système de survie. Le souci, c'est que c'est un puissant moteur de la distraction, justement. Et donc, bien évidemment, on va faire comprendre aussi aux élèves, dans la séquence 4 du programme Atoll, qu'ils ont des neurones aimants et qu'on va apprendre justement à inhiber. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a les maternelles qui jouent dans la cour, oui, bien sûr, un stylo est tombé, oui, bien sûr, un tel a des baskets qui brillent et qui clignotent, mais on va essayer d'inhiber ça, et puis on va essayer de rester dans ce premier système de contrôle de l'attention. Et ensuite, on a un troisième système aussi, qui peut être aussi un sacré moteur de la distraction. Et ce troisième système, il est à valence plutôt émotionnelle et il repose sur ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est aussi une partie dans le cerveau qui est très facile à identifier. Ce circuit de la récompense, il a fait l'objet d'une découverte en 1954 chez le rat d'abord, et elle était très intéressante et très importante, cette découverte, parce qu'elle a permis d'identifier le principe de la motivation, mais aussi des addictions. Donc, ce système basé sur le circuit de la récompense, il va faire en sorte que notre attention va être spontanément attirée par tout ce qui peut déclencher chez nous des satisfactions et des sensations agréables. D'où l'envie parfois d'aller voir ses textos quand on est dans une réunion, d'où l'envie d'aller chercher un chewing-gum ou un bonbon. Donc, ça va constituer aussi ce qu'on appelle des distractions internes. Donc, quand on voit par exemple un élève qui dans la classe est dans la lune, eh bien, ça se réfère à ce système. Donc, tout ça est important à faire connaître et comprendre aux élèves. Et ce qui est surtout important aussi, c'est de comprendre que ces trois systèmes fluctuent sans arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, par exemple, vous êtes en train de m'écouter, à un moment donné, peut-être allez-vous être distrait par une distraction extérieure, vous allez revenir, ensuite peut-être allez-vous penser au four que vous devez allumer pour le repas de ce soir, peut-être allez-vous d'ailleurs être capturé par cette idée et vous allez aller l'allumer, et donc voilà, et c'est parti vers la distraction. Donc dans une classe, et puis même chez tout le monde, qu'on soit un enfant, un ado ou un adulte, eh bien on a ces systèmes qui vont tout le temps être en fluctuation. Tout ça pour dire que l'attention, on ne peut pas demander à un élève d'être attentif durant une heure entière de cours, ou bien évidemment pendant une journée, mais par contre, ce qui est important d'expliquer aux élèves, à cause justement de ces trois systèmes, mais par contre, ce qui est important d'expliquer aux élèves, c'est qu'à certains moments d'un cours, il faut qu'ils focalisent leur attention de façon tous ensemble, donc de façon synchrone, et quand il y a une information importante ou un apprentissage important qui doit être donné. Donc ça, c'est vraiment très, très important de le comprendre. On ne peut pas demander, ce n'est pas possible, neurobiologiquement parlant, ce n'est pas possible d'être attentif tout le temps. Oui, moi je suis professeur de musique et d'abord je suis foncièrement contre le fait d'inhiber le syndrome aimant, vraiment, et surtout en maternelle, pour moi il faut laisser ça vivre. Professeur de musique, j'ai d'ailleurs écrit un article dans ce dossier qui s'appelle La part nécessaire du rêve, ou La part du rêve, j'ai oublié le titre exact, pardon, où on s'aperçoit que lors d'une audition musicale qui demande une attention longue, puisqu'un morceau peut durer évidemment 10 minutes, mais on se contente souvent de morceaux de 2 ou 3 minutes au maximum. Mais on voit les élèves
apparemment attentifs et se mettre à regarder autre chose. Même si le regard est fixe, on les voit partir dans un rêve, dans une espèce d'attention flottante. Et je suis convaincu que pour la plupart, ce n'est pas un moment où ils sont inattentifs. Ils sont simplement légèrement décalés par rapport à l'attention et ça ne les empêche pas de pouvoir ensuite analyser ce qui se passe. Je ne sais pas si tu pourrais réagir là-dessus. Oui, là, ça se réfère plutôt au mode de réseau par défaut, donc qui est un autre système. Hein. C'est-à-dire que quand on est focalisé sur quelque chose, on a un système donc, qui va s'enclencher. Et ensuite, quand on part dans des rêveries ou quand on part dans, par exemple, la construction d'images mentales, c'est un autre réseau qui prend le relais. Oui. Mais les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps. Quand un fonctionne, l'autre se désactive. Ça, c'est important de le savoir. Par exemple, si les élèves sont focalisés, si on leur demande, par exemple, d'identifier le triangle dans une symphonie, hein, donc de réagir lorsqu'ils entendent le triangle, ils vont forcément avoir une attention très focalisée. Ce sera d'ailleurs ce qu'on appelle un PIM, et j'en parlerai plus tard. Donc là, pour le coup, ils vont être focalisés sur et réagir donc lorsqu'ils vont entendre le triangle. Mais après, si ils ne sont plus focalisés là-dessus, ils peuvent très bien partir dans une imagination et donc on va activer une autre partie qui s'appelle le mode de réseau par défaut, découverte par Reichel au début des années 2000. Merci. Juste, je voulais dire, Jean-Charles. Ah pardon, Jean-Michel. Oui, moi, je voulais simplement dire ce que vient de développer Bénédicte, ça montre bien l'importance de quitter le domaine de la morale ou de la moralisation de l'attention, parce que bien souvent, c'est présenté comme il faut être attentif parce qu'il faut être un élève conforme, etc. Il y a un texte, d'ailleurs, qu'on a cité de Ferdinand Buisson dans le dictionnaire pédagogique de la fin du 19e siècle, qui est tout à fait dans cette perspective-là, un peu de vision morale de l'attention. Or, non, et le fait de permettre aux élèves de s'approprier des données comme ça, scientifiques, je crois que c'est vraiment très, très important. Oui. Ben, tu peux nous dire ce qui se passe? Oui, je suis dans une fonction cornélienne un peu impossible là, car il semblerait que les auditeurs soient captés par le chat, par les vidéos, par les questions, par les réponses, par les liens. Donc voilà, ça fait une belle distraction. Des questions qui amènent des réponses sans doute très courtes. La différence entre le parcours magistère qui est proposé et la formation FunMOOC, est-ce que c'est le même contenu, les mêmes intervenants? Et deuxième question, est-ce que ce dispositif existe dans tous les rectorats, dans toutes les académies? C'est Bénédicte, je crois que... Alors, le FunMOOC, donc, qui a été créé en lien avec l'INSERM et Canopé, a été créé en 2019. Il a été reproposé en 2020. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations par rapport à ça, s'il va être reproposé en 2021, j'en sais rien. Mais donc, le FunMOOC, il était destiné à tout le monde et pas uniquement aux enseignants, bien sûr. Je pense qu'il y a eu 40 000 personnes qui se sont connectées à ce FunMOOC. Et donc, c'est plutôt une formation qui a été proposée autour de l'attention en général. Et ensuite, bien évidemment, il y a eu des éléments d'Atoll. Mais ce n'est pas une formation à Atoll en particulier. C'est vraiment une formation sur l'attention. Merci. Magistère, c'est vraiment une formation sur Atoll. D'accord, merci. Michael, en fait, dans ces questions qui nous ont été posées par le biais du formulaire d'inscription, on avait souvent des questions, parce que l'attention est un problème que les enseignants débutants redoutent. Ils ne sont pas attentifs, etc. etc. Et c'est vrai que ce n'est pas simple à gérer. Michael, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un enseignant novice, débutant? Pour se lancer dans le programme Atoll avec ses élèves. Oui, alors déjà, c'est une bonne idée. Ça veut dire qu'il y a déjà un cheminement qui s'est fait avec plusieurs éléments dans sa vie personnelle, dans sa vie d'enseignant, et qui nous ont interpellés à propos des questions d'attention ou d'inattention, par rapport à des soucis de concentration également. Donc, c'est vrai que ça interpelle tout de même, parce qu'on sait quand même que le cerveau apprend mieux quand on est attentif, alors qu'on met 25 élèves dans une classe. Donc, ça fait autant de sources de distraction. Ou alors, on sait aussi que c'est impossible de réaliser plusieurs tâches en même temps, alors qu'on demande à un enseignant de
important rester attentif à la fois à ses élèves et en même temps au déroulé de son cours. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent interpeller et du coup donner envie de se pencher sur cette question de l'attention. Alors moi, le premier conseil, c'est que je proposerais d'aller chercher sur Internet une vidéo de Jean-Philippe Lacheux. C'est assez facile à trouver. Et il va parler d'équilibre attentionnel, de neuronément, d'intention claire, du circuit de la récompense, tout ça. Tout ça d'une façon limpide, avec de l'humour, en faisant appel à des exemples qui vont tout de suite, je pense, vous parler. Parce qu'on est tous concernés par l'attention, qu'on soit enseignant ou pas, avec nos élèves ou en dehors de notre classe. Ensuite, je pense qu'on aura donc envie d'aller voir un peu plus près en quoi consiste ce dispositif Atoll, qui est disponible gratuitement. Alors, c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup d'informations quand on ouvre le document Atoll. Ça peut être assez intimidant au début. Mais en fait, il y a plusieurs entrées possibles pour découvrir Atoll. Il y a déjà un peu une introduction qui s'appelle Pour découvrir Atoll. Donc, il y a 10 séquences en un clin d'œil, Atoll en 15 diapos avec des choses assez efficaces pour commencer à s'approprier Atoll. Un préambule aussi à la démarche qui fait plus appel à des choses personnelles aussi, à ce qu'on peut vivre dans notre vie. Tout cela, donc, on peut y aller en douceur. Puis après, il y aura le programme en lui-même avec des fiches séquences. Et là, va falloir s'y atteler, quoi. Pour chaque séquence, il y a des objectifs. Il y a l'objectif de la séquence, des attendus de fin de séquence, un plan avec des activités, différentes activités, des variantes aussi. C'est là qu'on peut parler aussi de différenciation. Il y a des variantes vraiment selon l'âge des élèves et puis aussi en fonction de comment, la classe qu'on a, comment on sent notre classe. Des outils téléchargeables aussi. Voilà, donc en tout cas, aucun souci si on n'est pas reçu de formation scientifique parce qu'on trouve tout ce dont on a besoin aussi avec des vidéos pour s'approprier le fonctionnement du cerveau, qui a la forme d'un gant de boxe. Donc c'est parti, on peut se laisser guider par le programme. Peut-être au début, on a un peu une tendance à le suivre un peu à la lettre, à vraiment à suivre pas à pas parce que c'est très riche. Et on se l'approprie assez rapidement et puis petit à petit, on devient plus à l'aise. Alors, on s'en éloigne un petit peu, on teste des idées qui nous viennent parce que le programme est très stimulant justement pour cela. On voit ce que ça donne avec nos élèves, on réajuste, puis on continue d'avancer. Donc, on peut faire le programme de façon assez intensive sur un temps très court avec des séances tous les jours, mais on peut aussi l'adapter pour se donner plus de temps. De toute façon, Atoll fonctionne vraiment très vite comme un fil conducteur en fait, qui peut intervenir à chaque moment de la journée en classe. C'est pour ça que en maternelle, moi je trouve que c'est pas du tout hors sol justement. Par exemple, on peut voir comment on peut rester concentré lorsqu'on doit se servir un verre d'eau sans en renverser à côté. Mais on peut aussi être amené à élaborer des espèces de checklists pour réaliser un puzzle compliqué sans se laisser déborder par l'ampleur de la tâche. Voilà, parce qu'au début, les enfants ont tendance à dire c'est difficile, j'y arrive pas. Comment est-ce qu'on peut justement séquencer en plusieurs petites mini-missions pour aller au bout de la tâche. Voilà, donc ce qui leur donne confiance aussi en eux. Et on peut essayer de trouver des modes d'emploi donc pour lancer une balle, par exemple, afin d'atteindre une cible. Mais on peut aussi comprendre, ça donne aussi des éléments pour comprendre pourquoi, justement, à un autre moment, on n'a plus écouté les explications de la maîtresse, on s'est mis à jouer avec les jeux qui étaient derrière. Voilà. Donc, c'est tout ça qui enrichit la vie de la classe. Et moi, en tout cas, c'est vrai qu'Atoll, ça m'accompagne tout au long de l'année et je m'appuie dessus autant pour mes élèves que pour moi-même, même dans mes préparations de classe ou à la fin de la journée, quand je me dis, j'ai tout à ranger, à trier, à corriger, à préparer le lendemain. On a un peu envie de fermer la porte et de rentrer à la maison, mais en fait, on va commencer à prendre les problèmes, à séquencer, à s'organiser et du coup, on se remet dans un état de concentration pour travailler. Du coup, c'est bien moins fatigant. Ensuite, une fois que le programme nous est familier, parce qu'on se l'approprie vite, et voilà, moi, je trouve que c'est important quand même de s'y replonger régulièrement. Parce qu'en fait, on en fait une lecture différente une fois qu'on a expérimenté des choses en classe. On comprend mieux certaines choses, on en redécouvre d'autres.
Donc, c'est vrai que l'année dernière, comme il y avait eu le confinement, j'avais un petit peu mis en stand-by. Là, je me suis vraiment replongée. Et voilà, il y a des choses que j'ai comprises autrement. Donc, c'est vraiment une sorte d'aller-retour entre le programme en lui-même qui est très riche et qu'on peut mettre en place en classe, sans oublier qu'en fait, de toute façon, les élèves sont là pour nous indiquer comment ça réagit. En maternelle, ça ne loupe pas. Donc, on peut compter sur eux. Et c'est important de ne pas avoir une approche figée et rigide avec Atoll, parce que ça nous offre une base scientifique qui est solide, mais après, c'est à nous de le faire vivre avec les élèves. Il y a un autre élément qui me semble important à souligner, c'est l'implication des autres adultes en lien avec les élèves. Parce qu'en maternelle, par exemple, moi j'ai 2 ATSEM avec lesquelles je travaille et elles se sont investies dans le dispositif. Elles s'y sont intéressées et on échange beaucoup autour de ce que je mets en place. Elles comprennent mieux donc du coup ce qui se joue chez les élèves par rapport à leur degré d'attention, aux éléments distracteurs qui viennent les perturber. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit vraiment faire partie de la vie de la classe. Et puis, plus largement au sein de l'école, avec les autres collègues, c'est aussi important de parler de ce projet quand on décide de le mettre en place dans sa classe, parce que je pense que ça peut tout à fait intéresser les collègues et voir si c'est possible d'en faire après un projet étendu à toute l'école pour une meilleure continuité pour les élèves. Et d'ailleurs, à ce propos, Atoll prévoit une progression multi-année qui s'étend sur les cycles au sein d'un groupe scolaire. Donc, c'est tout à fait possible de se dire, on commence par ça en maternelle, on reprend après en cycle 2, on poursuit un petit peu plus loin, voilà. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est au long cours, quoi. On ne peut pas se dire, voilà, on a fait ça en maternelle, c'est bon maintenant. Et qui est spiralaire également. C'est un programme spiralaire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est intéressant d'y revenir et de s'y replonger parce qu'on retrouve, on enrichit à chaque fois. Il y a vraiment des allers-retours avec l'expérience, avec ce qu'on découvre aussi sur nos pratiques. Voilà, c'est très, très. Il y a des ramifications, c'est spiralaire. Ça bouge, c'est vivant. Et pour finir, moi, je dirais que se lancer dans l'aventure Atoll, c'est pas du temps perdu parce que déjà, personnellement, on apprend vraiment beaucoup sur soi, sur sa façon de fonctionner, déjà en tant que professionnel. Et puis, c'est très utile dans notre vie quotidienne. On peut l'appliquer pour essayer d'être plus efficace dans notre travail et puis, après aussi dans notre vie perso. Mais c'est très stimulant, voilà, et dans la relation avec les élèves aussi. Et en plus, c'est un outil qui peut s'appliquer vraiment à tous les niveaux dans les métiers de la pédagogie et de l'éducation. Donc, même si on change de niveau de classe, on pourra le réinvestir, alors en l'adaptant, en le faisant évoluer. Mais on peut garder cette richesse et puis ces acquis si on passe dans le spécialisé également, si on évolue professionnellement. C'est quelque chose qui sera toujours utile et transférable. Donc, voilà, c'est tout bénéfice. Pour en revenir aux enseignants débutants et novices, il faut tout de même penser qu'on est dans un métier qui se construit sur des années, évidemment, j'ai souvenir, même si c'était quand même assez long, il y a assez longtemps maintenant, chercher des trucs, chercher des choses qui fonctionnent, mais il n'y a pas que le dispositif Atoll est très important, il n'y a pas que ça dans le dossier. Je pense, entre autres, il faut beaucoup travailler sur le groupe, quelles sont les fonctions, qu'est-ce qui se passe dans un groupe, et je pense à un article du livre que nous avons co-animé avec Jean-Michel Zakartchouk et puis Sylvain Connac, Construire ensemble l'école d'après, un article sur le groupe que j'ai écrit avec Pierre de Lyon et qui montre aussi que le groupe en lui-même peut être problématique pour l'attention des élèves. Si le lieu n'est pas hors menace, comme on dit, l'attention des élèves va être surtout fixée sur la défense de soi-même par rapport au groupe et ne pourra pas mettre en place de système d'attention très performant. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues sur les enfants qui ont des troubles de l'attention. Alors là, on est dans des enfants très particuliers. Anne-Catherine, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Parce que je crois que tu as travaillé là-dessus, sur ces enfants TDAH qui posent souvent des problèmes aux enseignants qui, clairement, sont démunis et j'aurais tendance à dire à juste titre. Anne-Catherine. Oui, sur ces enfants particuliers, en fait,
On fonctionne dans les ateliers parce que ce sont souvent ceux-ci qui sont repérés en tant que décrocheurs ou en tant que perturbateurs de classe ou parce que les enseignants n'arrivent pas à trouver de système pour les faire travailler comme les autres. Donc, on leur explique aussi comment favoriser l'attention à partir de choses très concrètes. Ce qui me semble important de faire, c'est sur ces enfants-là, comme sur les autres, de travailler en équipe, c'est-à-dire de faire quelque chose de conjoint. On en parlait tout à l'heure. Par exemple, de se mettre d'accord avec tous ses collègues pour faire des plannings par journée avec des pauses attentionnelles parce que ces enfants ne sont pas capables de suivre une journée complète de cours de façon aussi longue. Ils ont aussi besoin de changements de mode de travail très réguliers. Hein, donc, il faut essayer de trouver des stratégies qui favorisent l'attention des élèves. Mais en fait, ces stratégies qu'on met en place pour ces élèves particuliers sont en fait, on s'en rend compte vite, valables pour tous les élèves. Changement de mode de travail, par exemple, de passer d'ateliers à des travaux de groupe, à du magistral, de varier sans cesse pour pouvoir maintenir leur attention. Pardon, est-ce qu'il y a des pratiques pédagogiques qui favorisent l'attention? Alors oui, toutes ces pratiques dont on a parlé, les pratiques dont on parlait tout à l'heure, comme par exemple les mandalas, la relaxation, l'automassage. Ce qui est important, c'est que toutes ces pratiques soient un peu présentées aux enfants et aux enseignants, aux équipes. Parce que chaque enfant va trouver une pratique qui lui correspond à lui et dont il va pouvoir se saisir. Donc c'est important qu'il les teste. Mais ensuite que l'équipe pédagogique puisse s'en emparer aussi. Alors moi, c'est dans le cadre surtout d'un Learning Lab, mais il faut savoir que des Learning Labs, en fait, c'est un réseau qui existe au niveau national. Hein. Il y a un réseau des Learning Labs, il y en a dans chaque académie. Moi, c'est un réseau que j'ai découvert depuis l'an dernier, parce que ce sont des réseaux où il y a beaucoup d'inspecteurs de SVT. En tout cas, dans l'Académie de Versailles, il n'y a que des inspecteurs de SVT et beaucoup de scientifiques. Donc, je suis ravie d'en faire partie en tant que prof de lettres parce que c'est très intéressant et on apprend justement à travailler tout ça. C'est un lieu vraiment d'échange avec les collègues. Où on a plein de techniques mises en place. Et pour rebondir par rapport à ce que disait tout à l'heure Michael, c'est aussi important de dire aux collègues qu'on n'a pas besoin de cette formation scientifique. Parce que moi, ça m'a un peu impressionné au début d'être vraiment entourée de profs de SVT, de profs de physique. Et en fait, on peut aussi le faire parce que dans tous les outils qu'on trouve, il y a un accompagnement scientifique fort, mais c'est quand même expliqué de façon fort simple. Et finalement, on peut l'expliquer aux élèves de façon assez claire. Donc, pour qu'ils arrivent à utiliser ces stratégies, les élèves, il me semble qu'il faut vraiment leur expliquer tout de façon très explicite pour qu'ils soient conscients de l'importance de l'attention et qu'ils comprennent vraiment comment être plus actifs, comment, comme tu le disais tout à l'heure, porter leur attention sur. C'est vraiment quelque chose de très important parce que toutes ces perceptions, ils les ont effectivement, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à se rendre compte des stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour se reconcentrer. Et ce qui est important, c'est que justement, elles sont propres à chacun et que les stratégies que certains utilisent et choisissent, on voit qu'elles ne fonctionnent pas pour d'autres, ou en tout cas qu'ils ne supportent pas les contraintes que ça met et qu'ils n'arrivent pas à les faire. On le voit bien, par exemple, que quand on travaille notamment sur les devoirs et sur le travail à la maison, on voit bien quelles difficultés les élèves ont à enlever le téléphone. Et ce distracteur-là, il est très important. Comment est-ce qu'on peut leur apprendre à le mettre en nuit, à l'enlever de la chambre, à le mettre... Chacun va trouver une technique qui est différente et qui s'adapte. Certains élèves ne vont pas réussir à faire ce que d'autres réussissent à faire. Donc, il faut qu'ils trouvent chacun leur chemin, en fait, pour réussir à trouver des techniques pour porter leur attention à ce qu'ils sont en train de faire au moment présent et non pas à tout ce qui se passe autour d'eux et tout ce qui les captive alentour. Oui, Une question peut-être très rapide justement pour toi, pour Anne-Catherine. Est-ce que tu sais s'il existe des référents de décrochage dans toutes les rectorats, dans toutes les académies?
Alors, il y a des référents décrochage normalement dans chaque établissement scolaire. On a des référents dans tous les collèges, par exemple. On a des référents culture, des référents avenir. On a un référent décrochage qui est souvent un enseignant, mais qui peut être quelqu'un d'autre et qui fait partie donc du GPDS dont on parlait au départ, donc au groupe de prévention du décrochage scolaire. Ce groupe, il se réunit avec des personnes variées. Chez nous, par exemple, c'est la principale adjointe, l'infirmière, l'assistante sociale, la psychologue en charge de l'orientation, les 2 CPE et moi. Et on discute de tout ça, de toutes les stratégies qu'on va mettre en place, de ces groupes qu'on va former. Donc, c'est vraiment, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est vraiment ce travail d'équipe. C'est-à-dire tant dans le repérage des élèves qui sont TDA, TDAH ou qui sont des élèves lambda qui ont des soucis d'attention, parce qu'en fait, des soucis d'attention, on en a un peu tous, et c'est logique, nous les premiers. Et d'ailleurs, je pense que c'est important aussi, dans ces ateliers, de dire aux élèves que nous aussi, on a ces soucis d'attention et que moi aussi, si mon téléphone portable est là, j'ai envie d'aller le regarder et que j'ai du mal à me contenir et à éviter tous ces stimuli extérieurs qui sont forts pour moi aussi. Parce que ça relativise aussi les choses et ça les déculpabilise d'une certaine manière, parce que dans ces ateliers, on a des élèves qui ont du mal, qui ont des difficultés, qui ont envie souvent, ils ont envie de travailler, ils ont envie de s'accrocher, mais c'est plus fort qu'eux, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à résister, et leur montrer que nous aussi, on a du mal parfois et qu'ils sont embarqués dans le même processus que nous, et qu'on essaye nous aussi parfois de trouver des stratégies pour freiner, c'est intéressant en fait. Alors, si vous n'avez pas de référent décrochage, vous pouvez demander à en avoir un. Il y a des IMP qui peuvent être portés pour qu'il y ait des référents décrochage. Parfois, il y en a et on n'est pas au courant dans l'établissement. Moi, ça fait pas mal d'années que je le suis, donc du coup, j'ai monté beaucoup de choses et je pense que je suis assez visible de tous mes collègues. Mais parfois, ça se sait moins. Mais on a des heures qui peuvent être dédiées. On peut demander des indemnités, donc des IMP, pour avoir de l'argent pour financer un référent décrochage. Parce que le référent décrochage, il me semble important, parce que là, on parle de l'attention, mais de manière plus globale, en fait, plus on prend tôt les enfants, et c'est pour ça qu'on se centrait vraiment sur les 6e, 5e au départ, plus on arrive à faire ce repérage de manière précoce, plus on arrive à faire en sorte qu'on n'a pas des gros décrocheurs, qu'on arrive à ramener des enfants vraiment dans l'école, dans l'apprentissage. Et c'est vraiment c'est pas grand-chose, quelques ateliers. Et en fait, parfois, d'abord, ça recrée une image plus positive d'eux parce qu'on les prend à part dans quelque chose qui n'est pas quelque chose lié à la répression, mais qui est quelque chose de très positif. Par exemple, il y a 15 jours, il y a eu une masterclass organisée avec une chercheuse. Donc, mes élèves décrocheurs ont participé à cette masterclass. Je leur ai fait de belles invitations. Ils sont venus, ils étaient là avec la chercheuse et ils ont participé à ce moment. Et je crois qu'aussi, il faut valoriser toutes ces choses-là pour donner une place à ces enfants-là et leur montrer qu'eux aussi, ils peuvent faire partie de notre système et qu'on n'a pas envie de les en écarter. Oui, je pense qu'il faut faire attention à ne pas réduire aussi les problèmes d'attention uniquement à des problèmes de comportementaux, j'entends neurocomportementaux. Je trouve qu'on ne lit plus assez, par exemple, un auteur formidable des années 50, 60, 70, je crois qu'il est mort en 80, qui était Winnicott, qui travaille sur ce genre d'enfant. Il faut lire Jeux et réalité, dans lequel il dit tout comportement antisocial est une demande d'aide. Alors, antisocial, c'est le vocabulaire de l'époque, mais il y a aussi des demandes d'aide à travers des problèmes de comportement et d'inattention. Jean-Michel, dans le cadre d'un cours ordinaire, quelles sont les pratiques qui peuvent favoriser cette attention? Alors, le temps passe à une vitesse folle. Donc, je vais dire ça très vite parce que oui, c'est ça. Je renvoie à un article que j'ai publié dans le numéro qui fait partie du dispositif de formation que j'ai mis en place il y a quelques années avec d'autres dans une équipe. On faisait réfléchir les gens sur quoi porter son attention en classe dans les diverses disciplines, avec un versant enseignant et un versant élève. À quoi il faut être attentif, par exemple, dans des phases de recherche, dans des phases d'évaluation, dans des phases de travail de groupe. Et ça, c'est vraiment important. Et
finalement, on s'aperçoit que beaucoup d'enseignants n'ont pas trop réfléchi là-dessus et ça donnait l'occasion de se dire, ben oui, à quoi il faut être attentif, des choses parfois très, très triviales, et des fois des choses plus sophistiquées. Et je dirais aussi à quoi il faut être inattentif. Parce que tout à l'heure, on a dit, on ne peut pas être attentif tout le temps, mais on ne peut pas être attentif à tout. Et justement, par définition, il faut éliminer beaucoup. Et justement, je termine là-dessus, c'est l'intérêt du travail interdisciplinaire qui est parfois mal compris, c'est justement de pouvoir distinguer des objets d'attention dans une discipline et dans une autre, dans un travail interdisciplinaire que j'appellerais plutôt un croisement de disciplines. Je donne juste un exemple. Lorsque on travaille français-histoire, par exemple, parce que moi j'étais prof de français, eh bien on ne fait pas attention aux mêmes choses dans un texte. Par exemple, en histoire, quand on décrit la vie d'un enfant au Moyen-Âge, je ne sais pas, ce qui intéresse le prof d'histoire, c'est le côté exemplaire, le côté typique, le côté banal, alors que pour le prof de français, c'est justement, ça va être intéressant si dans un roman, il a une certaine originalité. Voilà. Et donc faire comprendre aux élèves, on peut faire la même chose avec un tableau aussi, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses qu'en histoire des arts. On voit bien qu'on peut s'intéresser à un détail historique, à un détail géométrique ou à un détail plutôt qui nous fait rêver, qui nous entraîne vers une histoire, etc. Et donc ça, c'est vraiment intéressant et parfois c'est mal compris parce que on imagine, enfin, si chacun reste dans sa discipline, ça ne va pas. Si on fait une espèce de bouillie, de mélange, ça ne va pas non plus. Par contre, voir qu'il y a des objets d'attention qui sont liés à un apprentissage précis, à une discipline précise, ça c'est vraiment très important de réfléchir là-dessus et de réfléchir à ce à quoi on doit être attentif comme professeur et ce à quoi on ne doit pas être attentif justement. Et souvent, on peut être amené à considérer les choses superficielles alors que qu'est-ce qui est au cœur de notre attention? Oui. J'ai souvenir d'une discussion d'un ami commun, d'ailleurs au cahier pédagogique, Antoine Tresgo, qui est personnel de direction, qui est principal maintenant, et qui disait que quand il recevait dans son bureau des élèves inattentifs, agités, il n'avait pas le même élève que celui que le prof avait renvoyé, quoi. Il recevait une autre souffrance que celle qui avait fait que le prof avait exclu cet élève. Peggy, toi tu es personnel de direction aussi. Est-ce qu'un enfant agité est inattentif? Une question piège, ça. C'est pas vraiment une question piège parce que, en fait, être agité, c'est mettre son corps en mouvement. Donc, c'est pas être forcément inattentif. On peut avoir un cerveau qui fonctionne très bien. Les grands sportifs, ils ont leur corps en mouvement, ils sont et pourtant ils peuvent être extrêmement concentrés sur quelque chose. Il y a certains enfants qui ont besoin, pendant que leur cerveau est en action, de focaliser le mouvement de leur geste sur quelque chose. Donc, par exemple, ça va être des enfants qui gigotent comme ça sur leur chaise, qui vont jouer avec des choses avec les mains. C'est pas pour autant qu'ils ne le sont pas. Tout ce que tout le monde fait là discrètement pendant que leurs caméras sont éteintes. C'est vrai que attentif, c'est donc le cerveau qui se met en activité, on porte son attention sur quelque chose de précis. Et je pense qu'il faut aussi voir l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui perturbe le plus les enseignants quand les élèves sont agités, c'est que c'est un perturbateur de l'attention de l'enseignant. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se concentrer sur les autres élèves. Et donc, l'agitation crée un problème d'attention de l'enseignant à ses élèves qui lui demandent d'arrêter son cours et de s'occuper de lui. Donc, il faut, je pense, en suivant des formations autour d'Atoll et d'Adol, ça permet aussi de voir sur quels sont les moments d'agitation de certains élèves qu'on peut tolérer en étant inattentif à cette agitation, et pour autant agir quand c'est de l'agitation qui perturbe et les autres élèves et tout ça, et agir pour remettre du cadre et reconcentrer cet élève-là. Mais reconcentrer quelqu'un, c'est lui dire sur quoi il doit porter son attention. Et c'est ça la grande difficulté, c'est-à-dire d'être capable de dire à un enfant qui s'agite quels sont les objets que nous sommes en train de travailler, quelles sont les choses qu'il doit mettre en œuvre pour les travailler. J'ai toujours en tête, quand on parle d'attention, cette petite image de Mafalda qui est extrêmement concentrée, les yeux très très serrés, et qui dit restez concentrés, restez concentrés, restez concentrés. C'est le copain de Mafalda en l'occurrence qui dit ça. Et à la fin, le prof lui pose une question en disant donc vous avez tout compris, et en fait lui il n'a pensé qu'à être concentré et ne pas bouger.
Et il n'a absolument pas entendu tout le cours qui se déroulait autour de lui. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'accompagner les enfants agités, c'est aussi leur montrer quelles sont les choses sur lesquelles ils doivent porter leur attention. Oui, on a eu un exemple dans un dossier que j'ai coordonné sur art et culture il y a quelques années. Je crois que c'est le 535 ou 536. Parce que en fait, ce que tu poses comme problème, c'est l'incarnation, quoi, le fait le corps qui ne peut pas être immobile. Et c'était une collègue de lettres dont j'ai malheureusement oublié le nom et qui écrivait qu'elle faisait danser les structures des phrases. Elle était danseuse, elle travaillait avec des danseuses à l'époque, elle était dans le sud de la France et elle faisait danser les structures de phrases. Et moi-même, je fais danser, je mets en geste les chansons dans mes cours et une chanson à geste est une chanson qui est nettement mieux interprétée, nettement mieux comprise, et aussi, quand ils ont fini de danser ça, ils sont très, très, très calmes. Ben, est-ce qu'il y a des choses qui sont encore dans le chat qu'on pourrait discuter encore? Il y a une question, il y a déjà un tout petit moment, mais qu'on pouvait garder pour la fin par rapport à. Mais il y a eu des réponses hein, par rapport au transfert, aux bénéfices, au transfert de toutes ces compétences accumulées et aux bénéfices dans les classes suivantes. Est-ce que ça a été mesuré? Est-ce que c'est mesurable? Peut-être sur la façon dont les élèves s'approprient les dispositifs et comment ils en font l'expérience aussi dans leur vie quotidienne. C'est ça. Michael. Moi, je veux bien, oui. Alors, j'ai pas assez de recul avec mes collègues parce que ça fait 3 ans, mais je sais que j'ai une collègue effectivement qui continue en CP et elle me dit que voilà, il y a des termes, il y a des choses qui se mettent en place plus rapidement par rapport à elle continue de la méditation, par exemple. Donc, ils ont des réflexes et puis il y a un langage commun qui reste. Voilà. Par contre, pour qu'Atoll donc ne reste pas applicable qu'au sein de la seule classe, enfin de la classe, moi j'essaye toujours quand je donne des exemples, quand les enfants expérimentent des choses, de mettre des exemples qui appartiennent au domaine scolaire, à la vie scolaire et aussi à la vie du quotidien. Et Atoll d'ailleurs propose aussi des exemples dans ces 2 domaines différents. Parce qu'on peut faire 2 choses en même temps, que ce soit à l'école ou à la maison. Donc, on peut rechercher un petit mode d'emploi, par exemple, autant pour, par exemple, mettre du dentifrice sur sa brosse à dents, mais aussi pour compter des objets. Donc, voilà, ils peuvent voir que c'est transférable à la maison. Que les élèves prennent vite conscience en fait que l'attention elle n'est pas utile qu'en classe, même si on leur réclame peut-être plus en classe, mais qu'elle est utile à tous les moments de sa vie. Oui. Il y a aussi un... Oui, parce qu'on va bientôt devoir malheureusement pour quelques minutes, mais j'aimerais bien poser cette question à Bénédicte, parce que là on parle élèves, on parle d'adolescents, d'enfants, mais est-ce que ces dispositifs et ces pistes qu'on a évoquées, alors essentiellement autour d'Atoll, mais il n'y a pas que ça dans le dossier, il y a vraiment un nombre d'articles importants. Je pense à un article sur l'EPS, l'éducation physique et sportive, puisqu'on n'a pas pu y répondre spécifiquement, mais c'était posé dans le questionnaire d'inscription. Il y a un article là-dessus. Est-ce que les pistes que l'on a évoquées et qui sont dans le dossier sont applicables à un public d'adultes? Et quelles sont les spécificités qu'a un public adulte et qu'il faut prendre en compte, Bénédicte? Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est pour conclure et puis pour rebondir sur tout ce qui a été dit, c'est développer un concept extrêmement important dans Atoll et qui s'applique à tous, qu'on soit un enfant, un ado ou un adulte. Et donc, je vais prendre un exemple justement pour un adulte, l'exemple d'apprendre à faire un créneau. C'est tout simple, hein, c'est intéressant de s'intéresser à cette compétence à développer. Dire à quelqu'un qui apprend à faire un créneau, sois attentif, c'est facile, concentre-toi, ça ne sert pas à grand-chose. Et effectivement, ce qui est important, c'est déjà de clarifier avec lui son intention. Hein, donc,
l'idée d'être très explicite sur qu'est-ce que c'est ton intention quand tu vas faire un créneau, c'est évidemment de réussir à se garer entre deux voitures sans les percuter, évidemment. Donc ça, c'est un premier point très important. Ensuite, la personne qui va accompagner donc cet apprentissage va aider, comme le disait très bien Peggy tout à l'heure, à placer son attention sur la bonne cible. Et là, on va donc parler de la perception. C'est-à-dire qu'on va aider l'apprenant à visualiser l'espace dont il a besoin, à repérer l'arrière du véhicule d'à côté qui doit se trouver à peu près au milieu de la fenêtre. Vous voyez, tout ça, c'est très important de poser l'attention sur cette perception qui se passe donc dans le cortex visuel. Pourquoi? Parce que pour un novice, ce ne sont pas du tout des évidences. Donc, on a donc parlé de l'intention, on a parlé de la perception. Une fois qu'on a fait ça, le créneau n'est pas terminé. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aider l'apprenant à agir de la bonne manière. Et donc, on va l'aider, on va l'accompagner dans une manière d'agir efficace. Donc, on va lui dire, il faut braquer à fond. Quand ta voiture est à 45 degrés, il va falloir ensuite contre-braquer. Et donc, on a mis en place un petit programme qu'on appelle un PIM dans le langage d'Atoll, donc perception, intention, manière d'agir. Et à force de faire cet apprentissage, de reprendre cet apprentissage du créneau, il va donc y avoir une compétence qui va se développer. Et donc, cette compétence va entrer dans la mémoire procédurale, perceptivo-motrice. Et donc, c'est comme ça qu'on va développer cette capacité à faire donc ce créneau. Donc, vous voyez ce petit programme d'éducation à l'attention qui se trouve dans les séquences 9 et 10, donc ce PIM, perception, attention, manière d'agir. On peut aussi l'appliquer dans plein d'autres activités de la classe, utiliser un compas, utiliser une règle pour tracer un segment, lancer un ballon dans un panier de basket, faire son cartable, par exemple aussi, et puis de façon un petit peu plus mentale, apprendre par exemple à repérer un son dans un phonème dans un mot, apprendre à repérer des personnages quand on lit un texte. Et ce qui est intéressant aussi dans cette technique, c'est qu'on va pouvoir remonter le film. Si jamais le créneau est raté, on va pouvoir remonter le film et essayer de voir avec l'élève et de lui faire comprendre où il a mal posé son attention. Est-ce que c'était plutôt dans la perception? Est-ce que c'était plutôt dans la manière d'agir? Et donc, le fait de travailler là-dessus, ça va être intéressant de faire cette espèce de feedback correctif immédiat pour diminuer justement les risques de répétition d'une erreur qui risque de se renforcer. Donc, on a aussi un travail sur le statut de l'erreur qui est très intéressant quand on travaille sur cette sorte de petit programme à lui tout seul, qui est le PIM. Et donc, on peut se l'appliquer quand on est enfant, quand on est adulte et quand on est adolescent, bien évidemment, pour un tas de tâches, en fait. Merci Bénédicte. À nos intervenants, j'aurais une dernière question, mais alors là, vraiment très courte parce que le temps passe. Est-ce qu'il y a un point que vous voudriez aborder? Parce que clairement, le dossier est une grande richesse. On a beaucoup tourné autour du dispositif Atoll parce que vous en êtes spécialiste et vous l'utilisez les unes les autres. Mais est-ce qu'il y a un point particulier, autre, que vous voudriez, de façon courte, aborder avant que nous nous quittions? Alors, moi, j'ai vu une question passer sur est-ce qu'il y a des vidéos? Alors, dans le bouquin « L'attention, ça s'apprend » qui est vraiment destiné aux enseignants, aux éditions MDI et Canopée, il y a possibilité d'aller voir des petites vidéos. Et donc, d'ailleurs, on voit dans une vidéo, on voit Michael, et j'utilise beaucoup cette vidéo en formation parce qu'on la voit justement travailler ce PIM avec ses élèves. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est un bouquin qui part d'affirmations et qui répond à des tas de questions d'enseignants. Donc, c'est vraiment un livre très intéressant qu'on a mis d'ailleurs dans la bibliographie. Oui. Moi, j'aurais juste voulu aborder, si c'est possible, des personnes dont on n'a pas parlé du tout, c'est les parents, parce que je crois que c'est important et ça fait partie de ce que j'ai envie de faire aussi, qu'il faudrait peut-être les former un peu à l'attention, parce qu'ils sont présents à la maison, c'est eux peut-être qui peuvent guider, aider, donner les mêmes principes que nous, dire les mêmes choses.
On l'a bien vu en confinement l'année dernière et peut-être qu'on le reverra d'ici demain, c'est possible qu'eux aussi, ils peuvent avoir un rôle à jouer et notamment sur la suppression des distracteurs, sur le téléphone, les odeurs de cuisine, la télévision, leur expliquer des choses qui à la maison peuvent gêner. Il y a beaucoup de parents qui jouent aux jeux vidéo, qui regardent la télé alors que les enfants doivent faire leurs devoirs. Peut-être que si on arrivait à les former à ça et expliquer que les enfants, du coup, n'arrivent pas à porter leur attention sur ce qu'ils doivent faire et que ça ne devient plus une priorité, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant à aller creuser. Oui, mais c'est ce qu'on fait. On fait des conférences pour les associations de parents lorsque un établissement décide de porter son attention justement sur l'apprentissage de l'attention. Et donc, quand les parents sont invités, c'est encore mieux parce qu'effectivement, ils deviennent collaborateurs de tout cet apprentissage. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on est vraiment une communauté éducative autour de cette question extrêmement importante, sociétale, qu'est l'attention aujourd'hui. Être attentif à soi-même, être attentif à son environnement et être attentif à l'autre. Pierre de Lion pour rebondir. Pardon, Pierre de Lion a travaillé sur un programme il y a quelques années à Lille avec les parents pour leur expliquer pourquoi l'écran chez les jeunes enfants est néfaste. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il est néfaste finalement? Et il avait une explication très simple de dire que le jeune enfant voit une personne sur un écran, mais il ne sait pas qu'elle n'existe pas. Et donc, en voyant une personne, enfin qu'elle n'existe pas, qu'elle est dématérialisée, en voyant cette personne, il veut interagir avec elle. Et donc, il lui fait des signes infraverbaux, des signes que cette personne ne voit pas et des signes auxquels cette personne ne réagit pas. Et ça, c'est très, très complexe. Il a travaillé donc très longuement, je crois d'ailleurs avec une ancienne rédactrice en chef des cahiers pédagogiques, Christine Valin, à Lille, là-dessus. Et on voyait sur un travail autour des écrans avec les parents des transformations spectaculaires de l'attention des enfants. J'ai coupé la parole à quelqu'un, je ne sais pas à qui. C'était moi, je voulais rebondir par rapport aux parents, parce que c'est vrai que j'explique toujours aux parents ce que je mets en place dans la classe. Et les enfants, en fait, ramènent aussi des choses à la maison, des outils, ramènent souvent un cahier avec des traces de ce qu'on a fait en classe. Et du coup, c'est assez intéressant de voir, je demande toujours, après avoir expliqué un petit peu la démarche aux parents, je leur dis que je suis tout à fait ouverte à avoir leur retour de ce qui se passe à la maison après. Et voilà, alors il y a des enfants qui n'en parlent pas du tout, d'autres qui sont assez bavards, d'autres qui reprennent justement leurs parents parce qu'ils regardent leur téléphone en conduisant, voilà, c'est arrivé aussi. Et puis d'autres enfants voilà, qui en reparlent un an après, les parents me disent voilà, alors qu'ils ne sont plus dans la classe et qui continuent à évoquer des choses par rapport à ce qui s'était vécu. Donc c'est vrai que le travail avec les parents est vraiment intéressant aussi et les enfants, voilà, en maternelle, souvent, il y a besoin de cet aller-retour classe-maison. C'est intéressant de voir ce qui se joue. Merci beaucoup. Moi, j'aurais juste voulu dire… la question en tant que coordinateur. Et puis Peggy, oui. Vous avez des choses à ajouter? Non, je voulais dire que l'attention, c'est une entrée, au fond, dans la pédagogie, parmi d'autres entrées. Et justement, au cahier pédagogique, chaque dossier est une entrée, en fait, dans la perspective de l'apprentissage, de la pédagogie. Et le prochain webinaire, on va le faire sur l'évaluation, c'est une autre entrée, mais au fond, il y a une interaction entre tout ça. Et on le voit bien que ça met en jeu plein de choses qui ne sont pas simplement techniques, et l'attention ne se réduit pas à une technique. Et donc, ça prend en compte plein d'aspects, on l'a vu aussi, sociaux, culturels. Et donc, c'est une bonne entrée, mais ce n'est pas l'entrée unique, ça fait partie d'un ensemble. Peggy, un mot peut-être? Je pense qu'on est largement atteint notre limite de l'attention. Et donc, je pense qu'on va reprendre le cours normal de nos vies. Je vous remercie beaucoup, tous les intervenants. Je vous rappelle donc qu'il existe une bibliographie commentée avec des références, que les cahiers pédagogiques est une revue associative, qu'elle paraît donc par le travail conséquent de nombreuses personnes salariées ou militantes, que nous sommes dans des difficultés actuellement financières inhérentes à la période et au type de structure que nous avons. Donc, faites-nous connaître, faites adhérer vos établissements.
Il y a en ce moment un crowdfunding, un financement participatif qui est en ligne, que vous pouvez trouver sur le site des cahiers pédagogiques, cahiers au pluriel-pédagogique au pluriel.com. Le prochain webinaire aura lieu le samedi 10 avril à 11 h sur l'évaluation pour l'apprentissage. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire de la même manière que vous avez fait là, en passant par le site et par ce formulaire d'inscription. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à dire? Oui, vous pourrez voir aussi la vidéo tirée de ce webinaire dans les 48 heures sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à vous. N'oubliez pas de télécharger, vous pouvez télécharger la conversation du chat. Hein. Oui, c'est ça. Vous pouvez conserver donc les nombreuses références qui ont été données par Ben. Merci Ben de ta présence. Merci à tout le monde. Bonne soirée à vous. Je vais attendre quelques secondes avant de clore ce webinaire de façon à ce que vous ayez le temps de télécharger. Au revoir.